Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on est dans la période de Noël. Alors, pour tout vous dire, cette vidéo ne va pas traiter de livres de Noël parce que j'en ai pas encore lu. J'en ai quelques-uns dans une pile à lire. Et pour tout vous avouer, les romances de Noël c'est pas vraiment mon truc en ce moment. Ça m'est arrivé il y a quelques années d'en lire, j'avais beaucoup aimé. Mais cette année, c'est pas du tout ce qui me plaît. Je vais plutôt m'orienter, je pense, vers les cozy crime, qui ont ma petite préférence parce que ce sont des lectures détentes, qui combinent enquête comme j'aime, pas de prise de tête, voilà. J'en profite pour faire une petite aparté. Oui, je tourne des vidéos, je suis actuellement en arrêt pour la venue future d'un petit kiwi qui est dans mon ventre, voilà, qui est prévu pour mars. Et donc en ce moment, il faut savoir que le quotidien au travail était un petit peu compliqué, avec j'avais des petits soucis de santé. Et donc du coup, j'ai été mise en arrêt. Donc je tourne des vidéos. J'ai 3 tonnes de maquillage sur le visage pour essayer de vous cacher la misère. Je sais que j'ai des collègues en plus qui regardent certaines de mes vidéos, donc s'ils passent par là, je leur fais un petit coucou. Donc niveau santé, ça va, il faut juste que j'évite de trop bouger. C'est pour ça que j'en profite là, pendant mon arrêt, de faire un maximum de vidéos. Je dois vous avouer que je vous fais pas des vlogs en train de grimper le Kilimandjaro, je suis dans mon fauteuil ou dans mon canapé en train de vous présenter des livres, j'allume, j'éteins la caméra. C'est pas non plus quelque chose qui m'a été interdit par la sage-femme, heureusement, parce que je pense que si je ne m'occupe pas, je vais devenir chèvre. Je profite donc de cet arrêt pour essayer de faire baisser ma pile à lire au maximum, étant donné que je n'ai pas le droit de crapahuter à droite et à gauche et qu'il faut que je prenne le maximum de repos. Donc je pense que le rythme des vidéos va peut-être un peu s'intensifier ces prochains mois, étant donné que je vais avoir beaucoup plus de temps devant moi. Sans plus attendre, parce que bon, trêve de blabla, on va quand même parler livres ici, c'est ce qui vous intéresse en priorité. On est parti pour les thrillers à la neige. Les thrillers à la neige, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ces derniers temps, je me suis aperçue que mes lectures tournaient toutes autour d'un même sujet, c'est-à-dire que ça se passait pendant l'hiver, dans des contrées enneigées. Alors je vais pas dire forcément que ce sont des polars nordiques, parce que ce ne sont pas tous des polars nordiques. Même si j'y suis retournée là récemment, avec grand plaisir, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas lu. Je pense que c'est la première vidéo des thrillers à la neige, je pense que j'en ferai d'autres parce qu'il y a bien entendu d'autres livres que j'ai lus qui se passent dans ce thème-là. Je me suis dit que ça collait bien pour l'ambiance Noël. Avant de commencer à vous présenter les lectures, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Alors maintenant je suis aussi sur Blue Sky. Je mettrai en barre d'infos les informations. Donc je suis sur Blue Sky, je suis toujours sur Instagram où je suis extrêmement active. Surtout là où voilà, ma vie sociale se résume à des chats, un chien, un bébé dans le ventre, un chéri. Et heureusement les amis qui sont vraiment très présents et je les remercie. Et donc YouTube, eh bien je vais essayer d'y être un petit peu plus souvent. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai Gru qui est sur l'arbre à chat, qui est juste à côté de moi et qui est en train de faire n'importe quoi, comme à son habitude. Sans plus attendre, on attaque. Je commence par un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est pas loin. Il s'agit du Manoir des Glaces de Camilla Sten. Alors Camilla Sten, vous connaissez sûrement sa maman, Viveka Sten. Je vais en parler plus tard dans la vidéo parce que j'ai relu aussi ses livres. Camilla Sten, c'est son premier livre, enfin c'est le premier livre que je lis d'elle. Et je dois avouer que c'est une très bonne surprise. Bon, les chiens font pas des chats quoi. On lit le résumé, je vous en parle. Eleanor n'aurait jamais imaginé assister au meurtre de sa cruelle mais bien aimée grand-mère Viviane. Sur le seuil de l'appartement, elle croise le tueur. Mais atteinte d'une maladie rare, la prosopagnosie, elle ne peut pas reconnaître les visages.
En état de choc, elle apprend de surcroît que Viviane lui a légué un manoir isolé dans la forêt suédoise dont elle n'avait jamais entendu parler. Accompagnée de sa tante Véronica, de son compagnon Sébastien et d'un avocat un peu étrange, Eleanor se rend, angoissée, dans ce lieu inconnu. Le manoir dévoile peu à peu ses secrets et semble avoir été le témoin d'un passé terrible. Que cachait Viviane? Pourquoi n'avoir jamais mentionné l'existence de cette bâtisse? Beaucoup d'interrogations et si peu de temps car le blizzard se lève et l'ombre des bois pénètre dans le domaine de Haut Soleil. Commence alors un huis clos pour le moins glaçant. Donc c'est le premier des 2 huis clos que je vais vous présenter. Ce livre, j'ai beaucoup aimé le personnage principal qui est atteint d'une maladie qui s'appelle donc la prosopagnosie. La prosopagnosie, qu'est-ce que c'est? En gros, les personnes ne peuvent pas reconnaître les visages. Elles reconnaissent les voix, elles connaissent les noms, mais si elles vous croisent dans la rue, elles peuvent ne pas vous reconnaître si vous avez changé de coupe de cheveux, si vous avez un bonnet sur la tête, enfin des choses comme ça. Je trouve que cette maladie est très bien expliquée dans le livre. Par exemple, Eleanor explique que ses amis, lorsqu'ils changent de coupe de cheveux, lui envoient une photo, une nouvelle photo d'eux, pour qu'elle se rappelle un petit peu de à quoi ils ressemblent. C'est une maladie qui est présente dans la société. Bon, je vais pas m'étendre trop là-dessus, je suis pas médecin, je suis pas spécialisée là-dedans. Je me suis un petit peu intéressée au contexte de cette maladie, mais voilà, sans plus, hein, je suis très loin d'être une experte. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez original pour une intrigue. Après, mon petit regret, c'est que ça sert l'intrigue, mais je trouve que c'est pas assez présent, parce que comme c'est un huis clos, au final on tourne très vite entre plusieurs personnages qui sont présents. Ça sert pour le final, mais le final, moi, m'a pas hyper convaincue. J'ai beaucoup aimé tout le long de la lecture, tout le huis clos, parce qu'on a vraiment une ambiance qui va se tendre au fur et à mesure, à tes souhaits aigrus. Au départ, Eleanor est dans sa vie normale, avec donc son entourage. Sa grand-mère décède, elle se rend au manoir, et là, c'est là que le huis clos commence, avec une éternelle excuse qui se passe toujours dans ces moments-là, c'est la tempête de neige. On suit vraiment le point de vue d'Eleanor, on suit un autre point de vue aussi, mais je ne vais pas trop vous en dire parce que je ne veux pas trop vous spoiler, mais on suit un autre point de vue aussi qui est très intéressant. Mais en tout cas, Eleanor, lorsqu'elle nous parle à nous, lecteurs, on a l'impression d'avoir une copine qui nous raconte son histoire. Elle n'est pas géniarde, elle n'est pas hautaine, enfin, elle met tout de suite à l'aise, et c'est vraiment une très bonne accroche pour rentrer dans le livre. Au niveau des personnages plus secondaires, on va avoir le second personnage qui, paradoxalement, n'est pas du tout présent dans l'intrigue, qui est la grand-mère. Elle est présente en filigrane, étant donné qu'elle est décédée. Elle est aussi présente avec l'autre personnage, mais pareil, je ne vais pas trop vous en dire. Là, je me centre vraiment sur le personnage d'Eleanor. Donc elle apparaît en filigrane. C'est vrai que ça a l'air d'être un personnage assez énigmatique, qui est difficilement saisissable. J'ai envie de dire, c'est un roman où rien n'est laissé au hasard. Chaque petit détail va servir. La chimie fonctionne vraiment très bien. Le décor est fabuleux. Le décor, c'est un grand manoir comme on aimerait tous voir un jour. Vieux manoir, regorgeant de mystères, de souvenirs. On s'imagine extrêmement bien dans la tempête de neige, avec donc la voiture qui démarre plus. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est le schéma classique, mais vraiment qui fonctionne à 100%. Le talent de l'auteur aussi réside dans son style, qui est extrêmement rythmé, et qui laisse grimper au fur et à mesure l'ambiance pesante. Il n'y aurait pas eu ce final un petit peu tiré par les cheveux, ça aurait été un coup de cœur. Mais le huis clos, c'est un petit peu casse-figure, parce que quand on met en place une intrigue, de mon point de vue de lectrice, c'est compliqué soit de faire un meurtrier qui est déjà présent, mais d'essayer d'enrober le roman pour éviter que le lecteur tilte au bout de 3 minutes qui a tué. D'un autre côté, c'est compliqué aussi, je trouve, de faire un huis clos tout en essayant d'intégrer d'autres personnes autour. C'est vraiment un exercice qui est très compliqué, ici c'est réussi. Donc si vous ne savez pas trop quoi lire, pas forcément à Noël, hein, cet hiver, au chaud, à côté de votre chauffage, dans votre plaid, avec un chocolat chaud, des choses comme ça. Allez-y, en plus cette couverture je la trouve magnifique. N'hésitez pas, je pense que ça peut être une très bonne découverte. On continue dans les huis clos, comme ça ce sera fait.
avec Le chalet des disparus de Ruth Ware. C'est comme ça que ça se dit. Au niveau du j'allais dire du packaging, non. Au niveau de la couverture, on est un petit peu sur les mêmes tons que le livre précédent. Et parfois, on pourrait éventuellement les confondre. Par contre, ça traite pas du tout de la même chose. Et encore une fois, ça a été vraiment une très bonne lecture. Bon, toujours pas de coup de cœur, mais si vous aimez les huis clos, avec des retournements, un petit peu de situation, une ambiance hyper pesante, alors là, je vous le conseille à 100%. Je vous jure que quand on commence à lire ce livre, on tourne les pages et on est en mode waouh, il va se passer quoi? Il y a un truc dans ce livre. Alors, le résumé. Quand les associés d'une célèbre application de musique décident d'organiser un séminaire dans un chalet perdu en pleine montagne pour évoquer l'avenir de leur entreprise, ils n'imaginent pas qu'ils vont se retrouver coupés du monde par une avalanche et que bientôt un premier membre de l'équipe va manquer à l'appel. C'est court, c'est efficace. Dans ce livre, on va suivre deux protagonistes, Erin et Liz, qui ont chacune un point de vue bien différent, parce que Liz, elle fait partie du séminaire, et Erin, elle fait partie du staff, qui va s'occuper des gens du séminaire. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce que du coup, ces points de vue amènent des interactions différentes avec les autres personnages. Chaque personnage a sa place bien définie dans l'intrigue. Tout est mis en œuvre pour qu'on ne devine pas qui a tué, bien sûr, et heureusement. Moi personnellement, je me suis laissée embarquer. Alors, pour tout vous avouer, quand c'est comme ça, je cherche pas. Je fais des hypothèses au fur et à mesure de ma lecture. Parfois, ça m'arrive de me dire « Oh, ça y est, j'ai trouvé, bon, c'est bon. » Et en fait, pas du tout, et ça m'arrive à peu près 99 fois sur 100. J'aime pas essayer de deviner, j'aime bien me laisser porter par la lecture. Je connais des gens qui n'aiment pas lire des thrillers parce qu'à chaque fois ils devinent la fin. Moi c'est pas mon cas. Ce qui m'intéresse c'est pas tant à chaque fois qui a tué, mais c'est plutôt le mobile. L'explication finale de l'intrigue, de pourquoi. Alors du coup ici, dans ce livre, eh bien écoutez, rien ne pêche. C'est un très bon huis clos. Comme je vous l'ai dit en début pour l'introduire, une ambiance folle qui grimpe petit à petit. Comme tous les huis clos, ça commence bien et puis au fur et à mesure, donc là le roman précédent c'était la chute de neige, là maintenant c'est l'avalanche. C'est un peu un Cluedo géant en fait et on aimerait bien être avec eux, enfin bon, pas physiquement hein, mais voilà, on aimerait bien être avec eux pour au moins essayer de dépatouiller un peu cette intrigue. Pourtant c'est pas facile encore une fois pour un huis clos aussi d'avoir un rythme parce que quand vous avez dit pleu dans un chalet qui tourne un peu en rond, qui a des meurtres mais il faut quand même réussir à tenir le lecteur en haleine, c'est pas du tout c'est pas un exercice qui est simple quoi. Et je trouve que donc là les deux autrices que je vous ai présentées, eh bien elles s'en sortent extrêmement bien. On va continuer avec un polar nordique, cette fois-ci de Viveka Sten. Alors je ne vous montre pas le livre, je vais vous expliquer pourquoi, et je ne sais plus où je l'ai mis. En gros, voilà, c'est un peu chamboulé forcément dans la maison en ce moment, on prépare un peu tout quoi, et impossible de remettre la main sur ce livre. Je pense aussi qu'il y a un peu de mononeurone de grossesse. Chez moi, il est extrêmement présent. Je suis très impressionnée sur ce... Je pensais que c'était un mythe, mais en fait pas du tout. Bref, je ne le retrouve pas. Donc je vous mets ici la couverture et je vais vous en parler un petit peu comme ça. En gros, on suit dans une enquête policière nordique Anna, qui vient de se faire larguer par son petit ami, et qui, pour panser son chagrin d'amour, se réfugie dans le chalet de vacances de sa sœur, dans la station suédoise d'Ar. Alors je pense que ça se prononce comme ça. Je ne sais pas du tout, tiens, comment on prononce les noms suédois. Alors là c'est A-R-E et il y a un petit rond sur le A. Donc on est dans la station d'Ar, Anna est en train de penser un petit peu ses blessures. D'un autre côté, on suit le point de vue de Daniel qui est policier, lui aussi, pour la station. Donc lui il est pas en vacances. Et on a la disparition d'une adolescente, dont on suit un petit peu aussi le point de vue. Donc c'est vachement intéressant, on a quand même 3 points de vue. La victime, le policier et Anna. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là en gros?
c'est bien gentil, elle est en vacances. Bon bah enfin, vous imaginez bien qu'une policière qui est en vacances, en plus, ah oui j'ai oublié de préciser, donc Anna vient panser ses blessures suite à sa rupture, etc. etc. Sauf qu'en fait elle est à deux doigts de se faire virer de son commissariat parce qu'elle a dénoncé un collègue qui avait battu sa femme. Et ça n'a pas plu forcément à ce milieu-là, que on ne se serre pas les coudes, qu'une femme dénonce un homme violent, enfin bon, vous imaginez bien le contexte. Ça, j'ai trouvé ça intéressant de la part de Vive Casten de dénoncer un petit peu ces pratiques, qui ne sont pas inhérentes à la police, hein, forcément. Dans tous les métiers, je pense qu'il y a ça. On entend notamment beaucoup parler ces derniers temps pour tout ce qui est cinéma, avec certains acteurs qui visiblement sont dans l'œil du cyclone. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Anna va essayer de se reconstruire un petit peu. J'ai trouvé son point de vue intéressant aussi parce que là on touche vraiment à l'émotivité, à l'émotion. Daniel, quand il fait son enquête, bon il y a de l'émotion aussi, mais il est dans son job. Anna là pour le coup elle est pas dans son job, elle est à l'extérieur, elle a son instinct de flic, elle va essayer d'apporter son aide, elle va commencer à regarder, elle va repérer des petites choses qui vont pas en fait, mais d'un point de vue extérieur à l'enquête. À un moment donné, forcément, les deux vont se télescoper, ça va donner des choses très intéressantes. Je vais pas trop parler de la victime parce que sinon je vous spoil, donc ça sert à rien. C'est une nouvelle série d'ailleurs, parce qu'elle a fait une autre série, donc je vais vous parler un petit peu après. C'est le tome 1, donc L'écharpe dans la neige. Le tome 2 est sorti aussi en grand format, je l'ai juste là à 20 cm de moi. Il attend tranquillement que je me fasse un petit échaud et que je m'enroule dans mon plaid pour être attaquée. Mais j'ai d'autres choses à lire avant. Et donc en gros c'est un très bon polar nordique, c'est dans la lignée des Vive Casten habituels. Je continue avec Vive Casten, j'ai recommencé à lire sa série Sandam. C'est la toute première série que j'ai découvert d'elle. Le tome 1 c'est La Reine de la Baltique. Donc ça c'est son autre série. Il n'y a rien à voir avec L'écharpe dans la neige. Deux trucs différents. Pour moi cette série c'est un incontournable. Je vous lis le résumé, j'en discute après. Un corps retrouvé sur une plage de l'île de Sandam au large de Stockholm. Suicide ou noyade? L'inspecteur Thomas Andreasson, un habitué de ce petit bout de terre jusqu'alors paradisiaque, est chargé de l'enquête. Nora Lind, une amie d'enfance devenue avocate, lui propose son aide. Mais l'été vire au cauchemar quand une femme est assassinée dans sa chambre d'hôtel. Et si désormais plus personne n'était à l'abri? Avec les enquêtes d'Andreasson et Lind qui ont fait d'elle une véritable star en Suède, Vive Casten s'impose comme une des nouvelles grandes voix du polar nordique. Là, je suis totalement d'accord avec ce dernier petit paragraphe. Ce livre-là, à mon avis, il ne faut pas le lire pour son intrigue. L'intrigue, elle est bien, mais elle est basique. Par contre, il faut le lire si vous aimez l'ambiance suédoise. Si vous aimez vous imaginez dans ces petits archipels avec ces maisons très typiques, son mode de vie très typique aussi. Il faut le lire aussi pour ces personnages qui sont très attachants. Thomas a vécu un drame épouvantable avec... alors je vous spoil pas là pour le coup, c'est vraiment les petits détails qui font qu'un personnage est un peu plus humain à nos yeux. Il a vécu un drame épouvantable, donc il a perdu sa fille d'une mort subite du nourrisson. Je peux vous dire que quand je l'ai relu, bon, j'ai eu un peu les hormones qui ont... voilà. Mais bon, je sais faire la part des choses. Nora, j'aime beaucoup son caractère et j'aime beaucoup aussi comment elle nous est présentée, parce que c'est une mère de famille, une avocate, mère de famille, qui est en train de galérer entre son mari, ses enfants. Ça change des enquêtes où on bourre vraiment l'intrigue. C'est pour ça que je vous dis, l'intrigue elle est basique, elle n'est pas forcément passionnante. Quand je relis ces livres, c'est pour retrouver cette ambiance si typique du Nord que je ne connais absolument pas, et j'aimerais beaucoup découvrir un jour ce mode de vie, ces pays, ça m'intrigue. Donc en attendant, je voyage via les lectures. C'est d'autant mieux quand c'est une personne du cru qui écrit ces romans. Si vous cherchez un polar nordique très sympa, une série très sympa, écoutez, n'hésitez pas à tester.
ça peut faire une petite session lecture très sympathique. Bien, je vais conclure cette vidéo avec 3 livres. C'est un peu compliqué de vous dire, bon, je conclus mais j'ai encore 3 livres à vous expliquer. En gros, c'est une trilogie. J'ai adoré. Les 2 premiers sont une relecture, mais je ne m'en souvenais absolument pas. Pourtant, en général, quand je lis des livres, je me souviens énormément des intrigues, j'arrive à me rappeler bon, qui a tué, etc. Mais là, pour le coup, blackout total. Donc je me suis dit, tiens, je suis dans ma période polar nordique, on va y aller, on va relire. Même si j'ai une pile à lire qui approche des 565 livres et vous n'avez jamais eu cette information, on est bien d'accord. Relecture donc des... attendez, voilà, des livres Bloc 46 et Mort, ou Meur, pareil, je ne sais pas comment ça se prononce, il va falloir que je fasse des cours, que je prenne des cours. En gros voilà, de Johanna Gustafsson, et j'ai aussi de coup acheté le 3e, parce que celui-là je ne l'avais pas lu, et je l'ai vraiment découvert durant le mois de novembre, pour mon plus grand plaisir. Donc le premier c'est Bloc 46. Il faut savoir qu'une des façons d'écrire de Johanna Gustafsson, c'est d'alterner les chapitres entre le passé et le présent. C'est quelque chose que j'aime bien dans les intrigues, parce que je trouve que ça donne un certain rythme, ça évite de trop s'enliser dans une petite routine d'enquête. Dans le tome 1, on va passer du présent au passé, mais le passé qui va concerner la Seconde Guerre mondiale. Falkenberg, Suède. Le commissaire Bergstorm découvre le cadavre terriblement mutilé d'une femme. Londres. Profileuse de renom, la ténébreuse Emily Roy enquête sur une série de meurtres d'enfants dont les corps présentent les mêmes blessures que la victime suédoise. Trachée sectionnée, les yeux énucléés et un mystérieux Y gravé sur le bras. Étrange serial killer qui change de lieu de chasse et de type de proie. En Suède, Emily retrouve une vieille connaissance, Alexis Castells, une écrivaine pleine de charme, spécialisée dans les tueurs en série. Ensemble, ces 2 personnalités discordantes se lancent dans une traque qui va les conduire jusqu'aux atrocités du camp de Buchenwald en 1944. On va avouer quand même que le speech est vachement intéressant. Le livre est super. J'ai bien aimé les personnages, j'ai pas eu forcément énormément d'attaches pour eux, pour être tout à fait honnête. Là, je me suis vraiment centrée sur l'intrigue. C'est quand même un peu casse-figure de faire une intrigue sur la Seconde Guerre mondiale, il faut le dire. Il faut savoir que Johanna Gustafsson est une petite fille de déportée, donc je pense qu'il y a eu quand même aussi pas mal d'histoires personnelles injectées dedans. Bien entendu, les personnages sont totalement imaginaires, mais d'après ce que j'ai compris, quand je me suis un peu renseignée, ce qui est décrit, ça s'est vraiment passé. Donc, si vous êtes un peu sensible par rapport à cette période-là, si vous n'êtes pas super à l'aise, ça va pas être pour vous. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié parce que enquête très bien menée, parce que très bien écrit. Je vais pas épiloguer 3 heures dessus, vous avez eu le résumé, c'est super. Le deuxième, c'est celui que j'ai un peu préféré. Pourquoi? Parce que bon, on fait toujours les allers-retours dans le temps. Mais là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que contrairement au premier où on se centrait vraiment sur la Seconde Guerre mondiale puis sur le présent, ici on va traverser les époques depuis Jack l'Éventreur jusqu'à notre époque. Et j'ai trouvé ça, je sais pas, plus sympa, dans la mesure du possible où c'est une enquête pour crime, hein, je le précise. Après, il y a eu aussi peut-être un petit peu plus de rebondissement au niveau du final. Mort. Adjectif féminin en suédois signifie tendre, s'emploie pour parler de la viande. Torvjeune, je pense que ça se dit comme ça, 16 juillet 2015. Sur les rives d'un lac, on retrouve le cadavre dépecé d'une femme. Ses seins, ses fesses, ses cuisses et ses hanches ont été amputés de plusieurs kilos de chair. Londres le lendemain matin. La profileuse Emily Roy est appelée sur les lieux d'une disparition inquiétante. L'actrice Julianne Bell a été enlevée à l'aube et ses chaussures ont été retrouvées à proximité de chez elle, emballées dans un sac de congélation. Ces 2 crimes portent la signature de Richard Enfield, le tueur de Tower Hamlets, enfermé à perpétuité à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor. 10 ans plus tôt, il a été reconnu coupable du meurtre de 6 femmes et celui de l'ancien compagnon de l'écrivaine Alexis Castells. Comment alors expliquer que ces crimes recommencent? Alors c'est pas précisé dans le résumé, moi je vous le précise. En effet, on remonte jusqu'à Jack l'Éventreur pour tout ce qui va être intrigue dans le passé. Alors, on se centre pas sur Jack l'Éventreur
dans l'intrigue, je précise, parce que sinon vous allez être déçus. Hein. Si vous pensez lire une intrigue sur Jack l'Éventreur, c'est mort. Mais on est dans cette ambiance-là. Si vous avez vu le film From Hell, on est dans cette ambiance-là. C'est-à-dire qu'on va suivre, à cette époque-là, on va suivre une femme qui connaît les victimes de Jack l'Éventreur. Et ensuite, on va suivre le découlement de l'histoire de cette femme. Ça, c'est pour le passé. Et bon, pour le présent, il va y avoir une enquête qui va, à un moment donné, forcément se télescoper avec le passé. Tout ça est vraiment très bien orchestré, très bien imbriqué à lire. Et enfin, donc le dernier livre que j'ai découvert ce mois-ci, il s'agit de Sang. Alors ici, on oublie Jack l'Éventreur, on oublie la Seconde Guerre mondiale. On va rentrer dans un pan de l'histoire que je ne connais absolument pas. Et du coup, j'ai appris des choses. J'ai un gru, voilà. Bonjour, tu viens pour le dernier livre? D'accord. Alors, je suis confortable, donc bien. Je disais donc que ça va traiter d'un pan de l'histoire que je ne connais absolument pas. Je ne me suis jamais penchée dessus, pour être totalement honnête. Il s'agit de la période de Franco en Espagne, donc la guerre civile d'Espagne. Avec donc toutes les exactions qui se sont passées, et croyez-moi, alors encore une fois j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau de ce livre, et il est en train de faire ses griffes sur moi, merci le chat. Donc je me suis renseignée un petit peu au niveau de ce qui s'est passé, et en fait comme les précédents ouvrages, c'est vrai que l'apport historique, ça reste une intrigue. Ça reste une intrigue fictive, mais l'apport historique est quand même bon. Et d'après ce que j'ai compris aussi, les exactions qui se sont passées se sont vraiment passées. Je peux vous garantir que ça touche. Donc quand Gru aura terminé de faire son câlin, je vais pouvoir peut-être vous expliquer le résumé. En Suède, une famille est massacrée dans sa luxueuse demeure. Ce fait divers macabre rappelle sur ces terres Alinor Lindberg, une jeune autiste Asperger récemment entrée comme analyste à Scotland Yard. Ce sont ses parents qui ont été assassinés. La profileuse Emily Roy la retrouve à Falkenberg, où l'équipe du commissaire Bergstorm mène l'enquête aux côtés d'Alexis Castells, une écrivaine spécialisée dans les crimes en série. Ensemble, ils remontent la piste sanglante du tueur jusqu'à la guerre civile espagnole, lorsque le dictateur Franco réduisit toute une résistance au silence dans le sang. Ici, on n'est pas, donc comme je disais, on n'est pas dans une intrigue qui va se passer au niveau de du maquis, comme on pourrait l'imaginer au niveau du résumé. On va vraiment se centrer sur les enfants. C'est-à-dire que le passé va se centrer sur les orphelinats. Je peux vous garantir que... Je vais poser le livre. Je peux vous garantir que c'est dur. Quand j'ai lu le livre et que j'avais en tête que ça s'est vraiment passé, il y a des moments j'avais quand même la gorge serrée, quoi. Donc à lire toujours en connaissance de cause. Si vous préférez juste les crimes qui vont... en gros, vous avez une victime et puis il y a l'enquête, passez votre chemin. Si vous aimez les allers-retours présent, passé, vous pouvez lire. Si certains détails un peu choquants ne vont pas trop vous faire... ne vont pas trop vous poser souci, eh bien allez-y. Mais en toute connaissance de cause, c'est pas les romans les plus durs que j'ai lus. Il y en a d'autres qui ont été beaucoup plus effrayants, il y en a d'autres qui ont été beaucoup plus gore, mais je trouve que ça heurte quand même la sensibilité, et parce que ça fait appel, je pense, à une mémoire un peu collective. Mais quand on a un minimum d'empathie, et oh là là, si vous saviez à quel point j'en ai, et d'autant plus avec la grossesse, c'est quand même quelque chose qui peut être difficile à lire. Je préfère vous prévenir. En tout cas, c'est une trilogie, moi, que j'ai vraiment adorée. N'hésitez pas à me dire si vous avez commandé certains de ces livres, si vous les avez lus, s'il y en a certains qui vous ont intéressé, si vous en avez noté certains, bref, blablaté quoi. Vous avez l'espace des commentaires, vous avez les DM dans les différents réseaux sociaux. Je suis assez disponible sur internet si jamais vous avez envie de partager un petit peu votre ressenti.
Si vous avez lu les Johanna Gustafsson, ça m'intéresse aussi beaucoup d'avoir votre ressenti par rapport à toutes ces périodes historiques. Alors Johanna Gustafsson, j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps aussi parce qu'elle a sorti un autre livre que j'ai vraiment aimé, qui n'est pas dans la lignée de cela, c'est L'île de Yule, et qui est une excellente lecture aussi, que je vous conseille. Je vous en parlerai peut-être sûrement dans une prochaine vidéo de thriller à la neige. Vraiment donc à conseiller, c'est une autrice qu'il faut suivre de près à mon avis. Voilà, bon bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tous ces livres pour cette vidéo qui va déjà durer pas mal de temps je pense. J'espère que ça vous a plu. Je vais pas faire 36 milliards de blabla à la fin parce qu'en fait ça gonfle tout le monde donc on va faire court. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je réfléchis déjà au thème. Si jamais vous avez des thèmes à me proposer, allez-y. Et puis, bien écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes si je ne republie pas de nouvelles vidéos d'ici là. Bonne lecture à tous et à très vite. Salut! Bon, c'est bon là?